Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 17 mars 2024. On vient de terminer une semaine encore assez, pas spectaculaire, mais en tous les cas assez originale de par son comportement compte tenu des chiffres qu'on voit, qu'on entend et dont on est obligé de tenir compte. On aurait pu s'attendre à une semaine un petit peu plus violente à la baisse, vu qu'on a quand même pris conscience que l'inflation, c'est pas vraiment complètement vaincu encore pour le moment. Donc l'un dans l'autre, on est plutôt content, je vais dire, de la performance relative de la semaine. On aurait pu s'attendre au pire, mais bien évidemment, maintenant, on va se concentrer sur ce qui va nous arriver dessus dans les jours qui viennent, puisque le gros sujet de la semaine qui commence, ça sera la Fed qui se réunit mardi et mercredi avec la décision et la déclaration de M. Powell mercredi soir. Alors on fait le point sur cette semaine qui vient de se terminer déjà pour se remettre au clair sur le concept de l'inflation, au cas où on aurait oublié un tout petit peu qu'on parle beaucoup d'inflation en ce moment, des chiffres qui sont sortis, de l'interprétation qu'on en fait et de l'état de l'économie dans sa globalité, ainsi que de nos fabuleuses performances des marchés qui pour l'instant, mine de rien, tiennent quand même pas mal le choc compte tenu des événements. Alors oui, vous l'aurez compris, cette semaine aura donc été placée sous le signe de l'inflation. L'inflation dont on parle beaucoup, peut-être même un peu trop ces derniers temps. Ce qu'il faudra retenir sur la semaine qui vient de s'écouler, c'est que l'un dans l'autre, pour ces 4 ou 5 derniers mois, les chiffres de l'inflation, que ce soit sur le PPI, ou que ce soit sur le CPI, que ce soit sur le Core CPI ou sur le Core PPI, tout est à la hausse, tout est bien plus haut qu'il y a 3-4 mois en arrière, tout est bien plus haut surtout qu'au moment où on pensait qu'on allait baisser les taux, au moment où le scénario de baisse des taux qu'on nous a annoncé, sur lequel on a tablé sur tout ce rebond, c'est ce qui a nourri le rebond de ces derniers mois. Et jusque-là, eh bien, on n'avait jamais vu une inflation aussi forte que depuis le moment où la Fed a commencé à se dire peut-être qu'on va changer de direction et qu'on va commencer à mettre en place un cycle de baisse des taux. Alors oui, effectivement, eh bien, les chiffres sont sortis relativement forts. Le marché l'a relativement bien pris. C'est ce que je disais en introduction de cette vidéo. Pour l'instant, on est relativement fort dans cette capacité à digérer des chiffres relativement inflationnistes. On a cette capacité à voir le verre toujours à moitié plein. On est très optimiste et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre qui sort, on arrive à gratter à l'intérieur pour dire ouais, mais tu vois, il y a quand même ça qui est pas trop mal. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'était sur le CPI mardi dernier. On a eu ce fameux indice Supercore dont personne ne parle habituellement, qui tout d'un coup, on a dit oui, alors tout le reste est en hausse, mais le Supercore, lui, il est en baisse, donc ça va bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça corrobore le fait que la Fed pourra à un moment ou à un autre baisser les taux. Dans le courant de la semaine, on a aussi eu un monsieur de la BCE, un membre de la BCE qui lui a carrément laissé entendre qu'il serait bon que la BCE baisse les taux d'ici le début de l'été, avant les vacances scolaires, puisque selon lui, ce serait vraiment important pour l'économie qu'on fasse ce geste. Alors tout le monde s'est montré relativement satisfait de cette annonce, de cette déclaration de la part d'un membre de la BCE. Maintenant, de là à dire que Madame Lagarde va l'écouter et qu'elle va faire ce qu'il dit, on est encore loin de cette probabilité. Aujourd'hui, que ce soit pour la BCE ou que ce soit pour la Fed, on a complètement intégré le fait que mois de mars, il n'y aura pas de baisse des taux, mois de mai, il n'y aura pas de baisse des taux, mais pour l'instant, a priori, on parle du mois de juin, c'est un petit peu ce qui ressortait durant la semaine. Jusqu'à jeudi, après les chiffres du PPI, on était moins convaincus que ça baisserait en juin, alors on commence à se dire juillet. Et puis c'est un peu le dernier truc auquel se raccrocher, parce qu'après juillet, il y a un mois et demi de vacances. Il y a Jackson Hole, mais il ne va pas baisser les taux à Jackson Hole à la fin du mois d'août. Et donc après, ça nous pousserait au mois de septembre. Donc pour l'instant, ce qui est assez fabuleux, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut retenir et se rendre compte finalement de la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, malgré ces mauvaises nouvelles inflationnistes, le marché continue à vraiment tenir en se disant oui, mais ça va bien se passer parce qu'ils vont vraiment finir par baisser les taux un jour. Donc pour l'instant, c'était vraiment une semaine qui était axée sur cette thématique-là. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup travaillé sur nous et on a appris à repousser nos attentes sans se montrer déçu. Et c'est vraiment ce qu'il faut se souvenir et ce qu'il faudra se souvenir dans le futur de cette période, c'est que pour avoir vécu des périodes un peu similaires où on avait des attentes très importantes par rapport à certains chiffres, aujourd'hui on attend tellement de cette baisse des taux que même quand on a des chiffres qui sont en train de nous dire mais ça baissera pas, ça ne baissera pas, on arrive quand même à se dire oui mais un jour ça va baisser et c'est bien. On arrive à manager nos attentes pour se dire
l'un dans l'autre, on va quand même bien s'en sortir et ça va bien se passer à la fin. Donc il y a ce côté très optimiste qui fait que pour l'instant, ça nous sauve. La problématique qu'on risque d'avoir ces prochains temps, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, à force de taper sur le clou, il se pourrait que finalement, quelqu'un quelque part dans le marché craque et dise « Ah, moi j'en ai marre, j'ai pas acheté au mois d'octobre pour attendre une baisse des taux au mois d'octobre 2025. » Donc du coup, ça pourrait créer des tensions et on pourrait à un moment donné avoir une espèce de déception et finalement une espèce de capitulation parce que la baisse des taux ne vient pas. C'est la seule chose qu'il faudra faire très très attention. Évidemment que mercredi soir, le discours de M. Powell sera l'axe principal de la semaine et en fonction de ce qu'il va nous dire, on pourra voir ce que le marché est capable de nous faire potentiellement ces prochains temps. Il est évident que M. Powell devrait garder un ton, j'ai envie de dire, semi-hawkish. Ça, on a plus ou moins compris. Par contre, la seule grande question qui va se poser, c'est de savoir s'il va nous déterminer plus ou moins une date. Rappelez-vous qu'il y a une dizaine de jours, quand il a témoigné devant le Congrès, M. Powell avait dit oui, il y aura le marché, enfin l'économie peut, la Fed peut plutôt baisser les taux et va baisser les taux cette année. La question c'est combien et quand. Et pour l'instant, là on joue sur ce scénario de juin, de septembre et probablement de novembre pour 3 baisses de taux. Mais le marché est de moins en moins convaincu qu'il n'y aura plus de 2 baisses de taux. Donc vraiment, les prochains discours qui vont être faits par M. Powell, les prochaines informations qu'on va obtenir seront capitales pour la suite et la pérennité de ce bull market qui, malgré tout, on le verra sur certains graphiques, commence à montrer des petits signes de faiblesse. C'est pas frappant pour l'instant, mais pour ceux qui pensent qu'un jour ça baissera, eh bien on se raccroche à ce qu'on peut. Il y a une chose que j'aimerais bien vous montrer, qui est assez intéressante, qui n'a rien à voir avec le déroulé de la semaine dernière et probablement rien à voir avec ce qui va se passer la semaine prochaine, mais c'est ce graphique-là. Ces barres verticales, ça représente les dettes, le montant des intérêts des hypothèques aux États-Unis, le volume, si vous voulez, des intérêts qui sont payés sur les hypothèques américaines. Et le graphique, la ligne qui monte et qui est en train de rejoindre les barres les plus élevées, eh bien, c'est l'intérêt de la dette des cartes de crédit et de la dette à court terme, si on veut bien. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis 1978, parce qu'on n'a pas les chiffres qui datent d'avant, eh bien, l'Américain moyen paye autant d'intérêt sur la dette de sa carte de crédit que d'intérêt sur la dette de son hypothèque de la maison. Donc c'est complètement ahurissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord tout augmente et que finalement aujourd'hui l'Américain est obligé de financer sa lutte contre l'inflation via de l'endettement qui n'arrête pas d'augmenter et surtout des taux au niveau du crédit sur la carte de crédit qui n'arrête pas de monter puisqu'on parle de 25, 26, 27% sur les intérêts des cartes de crédit qui sont en train de mettre à mal le consommateur américain d'une manière ou d'autre. Il faut savoir aujourd'hui, surtout qu'après la partie Covid où l'Américain avait mis beaucoup d'épargne de côté, aujourd'hui non seulement il n'en a quasiment plus, mais la plupart des Américains ont une dette moyenne de plus de 8 à 9 000 dollars sur ces cartes de crédit. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, la plupart des Américains ont plus de dettes sur leur carte de crédit que sur leur compte épargne, que de cash disponible sur leur compte épargne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui commence à devenir relativement critique. Les gens sont obligés de survivre, entre guillemets, en tout cas une certaine catégorie de la population est en train de commencer à survivre avec des cartes de crédit. Et ça, c'est pas forcément hyper positif et ça veut pas forcément dire que ça va vraiment bien se finir à la fin, même si de l'autre côté, on nous dit « Oui, non, mais l'économie va super bien. » Pas vraiment. Pas tout à fait aussi clairement que ça, donc il y a quand même des dangers et il ne faudra pas non plus l'oublier, donc ça c'est des choses qui risquent de nous retomber dessus. Maintenant, ce genre de graphique et ce genre d'analyse de l'économie ou du marché, pour l'instant on préfère ne pas en parler. Mais sachez quand même que ça existe et ça, il faut quand même en être conscient. Pour faire un résumé global, la semaine prochaine, on va parler de la Fed va parler de l'inflation et ce sera le gros morceau probablement de tout le mois de mars. Si on regarde les performances de la semaine, alors on a l'argent qui prend 3,6% sur la semaine, le pétrole qui prend 3,3%, on va en reparler tout à l'heure. On a la Chine qui est légèrement en hausse, le CAC qui prend 1,7%, le MIB à Milan aussi qui prend 1,6%, pardon, le DAX en hausse de 0,6%. Le SMI qui progresse de 0,25% et c'est aux États-Unis que ça se gâte cette semaine puisque le Dow Jones perd 0,02%, le S&P 500 0,13% et le Nasdaq 0,7%. Le pire de la semaine, eh bien, c'est le SOX, le Semiconductor Index qui a perdu 4%.
Et il faut relativiser quand même la chose parce que finalement le SOX a beaucoup baissé parce qu'il est aussi beaucoup monté, donc ça va de pair. Et puis on n'oubliera pas non plus le repli du Bitcoin, léger repli quand même, mais tout le monde est hyper positif. Et puis le Nikkei qui est en baisse de 2,4%. La semaine prochaine, on va avoir la BOJ, la Banque du Japon, qui va se réunir. Et le marché, les experts en marché japonais craignent quand même que ça nous amène en direction d'une fin de la politique des taux zéro au Japon. Et ça ne rassure pas complètement le marché. Les performances du marché suisse, donc Sonova est la pire performance de la semaine avec une baisse de 4,8% suite à un downgrade, on y reviendra. Roche qui perd 3,11%, mais ça c'est parce qu'ils ont détaché le dividende. Et Novartis qui perd 2,8% parce qu'ils ont finalement finalisé leur achat de Morphosis. De l'autre côté, Logitech qui reprend pratiquement 6%, bien aidé par aussi un upgrade d'un broker suisse. Et puis Swisscom qui explose de 4% après le rachat de Vodafone Italia qui a été bien évidemment super bien pris, vu que de toute façon, vu les charges qui nous taxent sur nos abonnements Swisscom, s'ils commencent à faire la même chose sur Vodafone, forcément ça va rapporter beaucoup d'argent. Et si on passe à l'aspect technique des choses, vous voyez que le SMI, eh bien, comme la semaine dernière, on est toujours dans notre grand canal haussier qui nous amène gentiment en direction des plus hauts dans 7 mois. Voilà, vous voyez ce grand canal. Et là, on a eu cette phase d'accélération. La semaine dernière, on termine donc légèrement en baisse sur le SMI. Vous voyez que les RSI sont de nouveau, les RSI sont de nouveau très très hauts. Ici, on les voit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire très très attention ces prochains temps parce que là, on arrive quand même dans des zones de survente quand même au niveau du RSI. Vous voyez que la dernière fois qu'on a fait des niveaux comme ça élevés, on était sur le pic qu'on a eu ces derniers temps, donc il pourrait peut-être y avoir quelques prises de profit, mais pour l'instant, relativement bonne configuration technique, mais un tout petit peu suracheté sur le SMI. Le marché qui ne s'arrête plus de monter, la France, hein, c'est le CAC 40 000, c'est pas le CAC 40, hein, donc ça n'arrête pas de monter. Chaque semaine, on est toujours beaucoup plus haut. Toujours les mêmes leaders. Je crois que cette semaine, il y a 6 sociétés qui ont atteint des nouveaux plus hauts historiques dans le CAC, des Airbus, des Air Liquide. Bref, c'est du délire sur le CAC 40. C'est pas forcément très représentatif de l'économie réelle. Mais ça, on a bien compris que de toute façon, la dichotomie entre Wall Street et Main Street était de plus en plus intense, donc ça ne surprendra personne. Le graphique du S&P 500, alors vous voyez, il faut zoomer pour voir quelque chose. Hein. Et si on regarde le S&P, bien on est toujours dans notre tendance haussière pour l'instant. Alors attention à la zone des 5080, 85, si on venait à casser ce niveau-là, ça voudrait pouvoir dire qu'on est en train de casser la tendance haussière et donc attention à une éventuelle correction. Et pour l'instant, encore une fois, on voit bien mal ce qui pourrait potentiellement nous faire baisser, mis à part, bien sûr, des commentaires absolument dramatiques sur la Fed qui pourrait nous dire éventuellement, ou par exemple que finalement les taux, on ne passera pas cette année, ou que potentiellement ils excluent pas la possibilité de devoir monter les taux au cas où il y avait quand même un risque de réchauffage de l'inflation, ce qui est en train de se produire. Le Nasdaq, alors lui par contre, vous voyez, il a cassé, hein, donc là on a cassé cette tendance haussière verticale. Le prochain stop à vérifier, ce sera les 17 500 sur la moyenne mobile des 50 jours. On a encore un petit bout de chemin, mais 300 points sur le Nasdaq, ça peut aller très très vite. Donc attention, parce qu'on voit quand même qu'il y a 2-3 composants, dont Nvidia, qui pour l'instant font mine de se retourner. Hein. Alors attention, n'oubliez pas que sur des boîtes comme Nvidia, on a quand même laissé des gaps vachement bas et un peu moins bas, mais franchement, il y a de quoi aller corriger. Et même si Nvidia revenait sur la moyenne mobile des 50 jours, ce qui serait pas très grave, ça pourrait quand même secouer un tout petit peu le marché. Vous voyez que le SOX, lui, a réintégré son canal haussier qu'il avait fait mine de casser pendant 3-4 jours ici. Hein, on en avait parlé la semaine dernière, où finalement, eh bien, on est parti à la hausse, on a tenté, on a échoué, on est revenu, on a recassé dedans. Donc la suite logique, c'est qu'on va retourner tester ici les bas du canal autour de 4620 à peu près. Et ce sera un niveau assez intéressant à observer parce que de nouveau, il va être en conjonction avec la moyenne mobile des 50 jours. Et si là, on venait à casser, alors attention parce que du coup, il y aura de la place. Et vu l'ascension des semi-conducteurs ces derniers temps, il suffirait de nouveau de commentaires peu encourageants de la part de la Fed pour que ça fasse tout bizarre. Dernier graphique que je voulais vous montrer, eh bien, ceci est un breakout, c'est le pétrole, le WTI qui a donc
cassé à la hausse la semaine dernière. Je vous en parle depuis un moment, alors je vais vous dire, je vous l'avais dit, de toute façon. Donc voilà, le baril est en train de casser à la hausse. Les raisons, il y en a plusieurs, les stocks qui sont en baisse, les raffineries russes qui ont été attaquées par les Ukrainiens, la problématique aujourd'hui, les drones sont bien entendu nourris à l'essence et il y a de plus en plus de besoins de ce côté-là, que les stocks sont au plus bas aux États-Unis. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui font que ça monte. Et puis en plus, n'oublions pas non plus que quand même l'OPEP+ a annoncé qu'ils ne changeraient pas leur coupe de production ces prochains temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a une résistance au niveau des 82,70 qui correspondrait à ce canal haussier, mais qui confirmerait qu'on est dans un canal haussier. Et donc voilà, on arrive à des niveaux où ça va commencer à poser problème. Et s'il y a des accélérations ces prochains temps qui nous ramèneraient en direction des 87,5, 88, eh bien, je peux vous dire que ça va commencer à être un tout petit peu moins drôle, en l'occurrence aussi au niveau de l'inflation. Dans les stars de la semaine, je vais vous la faire très très court. Novartis a donc a eu le feu vert pour racheter MorphoSys. Grosso modo 2,7 milliards, c'est pas nouveau, on savait qu'ils voulaient racheter MorphoSys depuis bien longtemps. Là, ils ont le feu vert des commissions de la concurrence, donc c'est tout bon, ils peuvent le faire. Maintenant, il va falloir sortir le pognon, c'est 2,7 milliards quand même. Donc du coup, petite réaction négative à la baisse juste par le fait qu'ils vont devoir sortir l'argent, mais ça ne change pas grand-chose. Et quand on regarde la configuration graphique de Novartis, vous voyez avec mes grands dessins, mes grandes droites horizontales, qu'on est en train de revenir finalement dans cette zone ici, autour des 83. Donc il va falloir se préparer à racheter, parce que depuis le temps qu'on voit cette configuration de canal, va pas falloir hésiter au niveau des 83,5, je le disais la semaine dernière, pour ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent le faire, vente de put, ou alors préparez-vous à racheter quelque chose sur les 83,5, voire des calls pour jouer un rebond, parce que ces prochains temps, avec tout ce qui a été déjà dit et annoncé sur Novartis, elle va aller combler son gap ici, elle va revenir sur son support là, et ensuite elle pourra rattaquer le haut du canal qui nous ramènera gentiment en direction des 93 francs suisses. C'est un peu le scénario idéal. Le Bon Rush a détaché son dividende, alors vous inquiétez pas s'il y a un trou la semaine dernière, c'est simplement parce qu'il a détaché son dividende. Ça ramène le chart plus ou moins au plus bas des plus bas, donc ça revient à des niveaux parfaitement logiques, mais les détenteurs d'actions au moins auront touché le dividende cette année. Swisscom, je vous le disais, donc ils ont racheté Vodafone en Italie, ça a été validé par le Conseil fédéral, donc tout va bien de ce côté-là, c'est en ordre, c'est plié, c'est fait, le montant c'est 8 milliards d'euros, et ensuite ils vont fusionner une partie des opérations avec Fastweb, qui est la filiale italienne de Swisscom. Tout est autorisé, tout est en ordre, c'est bon, c'est parti. Donc ça va coûter de l'argent, mais par contre, évidemment, ça va être très relutif pour la société. Donc le titre en a relativement bien profité. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Swisscom était toujours cette configuration plutôt d'espèce de grand biseau descendant qu'on avait là. Vous voyez, voilà, elle est ressortie par le haut assez violemment, elle a cassé moyenne des 50, moyenne des 200. Maintenant, on repart en direction des 528. Alors, il faudra voir les coûts d'acquisition et ce que les analystes vont penser sur le moyen long terme. Mais visiblement, on a l'air de vouloir croire que Swisscom avait définitivement fait un fond sur la zone des 500 balles et que tout repli dans cette zone-là devrait être utilisé pour être acheté, en espérant qu'enfin ils arrivent à nous déterminer ou à nous transformer tout ça en tendance un petit peu plus positive que ce qu'elle nous montre depuis quelques temps. Chez Geberit, eh bien, on a annoncé une rentabilité opérationnelle en hausse pour 2023. Le conseil d'administration va offrir un dividende de 12 francs 70 par action. Et puis, pour l'exercice en cours, ça soit 2024, eh bien, on a vu quand même pas mal de prudence dans les paroles et dans les expressions du management. Donc, du coup, ça s'est un peu transformé en mauvaise semaine pour Geberit. Alors, vous voyez que sur l'annonce des résultats, le titre, il a un peu pécloté. Alors, c'est pas une catastrophe, mais sur l'annonce, on était en baisse. Et puis, finalement, on doit toujours en train de surveiller cette moyenne mobile des 50 jours. Mais on sentait quand même que le marché était un petit peu déçu, même si ça se voit pas très très bien sur le graphique. On a un top ici dans cette zone-là qu'il faudra surveiller. Mais le marché est un peu déçu et je me méfierais des prochains downgrades qui pourraient arriver sur Geberit. Alors pour l'instant, ça se ressent peut-être pas, mais prudence à court terme. Et puis, il faudra se repositionner sur les bas de cette zone-là
Et si on casse, alors attention, parce que là, il y a un gros gap à aller chercher. Et dans le pire des cas, mais je crois qu'on n'en est pas encore là pour le moment. Dans le domaine de l'automobile, on a la société suisse Autonome qui a pris 11,5% l'autre jour, là, en annonçant des relativement bons chiffres, une rentabilité qui décolle, surtout depuis qu'ils ont acquis le concurrent allemand Borgers Automotive. Donc du coup, les actionnaires non seulement vont avoir un dividende de 2,50 francs puisqu'ils n'ont rien eu l'année passée. Et donc plutôt encourageant avec des commentaires positifs et le titre a très bien vécu cette semaine grâce à enfin des bonnes nouvelles sur la thématique automobile. Vous voyez sur le graphique que effectivement l'annonce a fait exploser le titre. Alors techniquement pas grand chose à dire, la seule chose qu'il faudra surveiller c'est bien évidemment le top qu'on a fait ici au mois de juillet. On est en train de le matcher. Maintenant, si on passe, probablement qu'on a la capacité d'aller chercher un petit peu plus haut sur le chart. Mais c'est difficile de digérer des mouvements pareils, donc prudence quand même. Néanmoins, très bonne nouvelle à retenir sur Autonome. Ritter a engrangé un bénéfice net de plus de 74 millions. Alors 74 millions, c'est pas grand-chose, mais par contre, c'est 6 fois plus que l'année précédente. Donc ils ont plutôt des bons efforts au niveau des cost-cutting qui leur a apporté pas mal d'argent. Et ils vont doubler également le dividende en faveur des actionnaires. Vous voyez qu'on est encore loin des plus hauts, mais l'annonce de la semaine dernière a quand même réjoui la globalité du marché, puisqu'on a eu une accélération depuis quelques jours qui était assez spectaculaire. À noter quand même la mise en place d'une Golden Cross, qui ne marche pas toujours à tous les coups, mais en tous les cas, la tendance semble vouloir repartir à la hausse, donc sur faiblesse, n'hésitez pas à essayer de jouer cette construction de nouvelles tendances haussières sur Ritter. Swiss Life a publié des résultats 2023 qui annoncent une hausse des recettes de primes de l'ordre de 3% à 19,8 milliards. Grosso modo, le résultat d'exploitation a augmenté légèrement de 1%. Mais globalement, ça a quand même pas super plu aux analystes qui, en analysant les résultats du trimestre, ont estimé qu'il y avait des zones d'ombre suspectes dans le domaine de l'assurance vie. Donc ils n'étaient pas super emballés par la totalité du package de résultats et ça s'est immédiatement ressenti sur le titre. Vous voyez le graphique de Swiss Life, donc ça n'a pas du tout plu cette annonce, même si les résultats n'étaient pas catastrophiques, on voit que les analystes se sont montrés très prudents et que ça n'a pas beaucoup plu au marché. Néanmoins, il faudra retenir qu'on se pose sur la moyenne des 50 jours et ça, c'est le point qu'il faudra surveiller ces prochains temps. J'enchaîne directement avec le chart de Sonova. Alors, Sonova a assez mal vécu sa semaine, enfin surtout vendredi, parce qu'il y a eu un downgrade assez massif de la part de l'UBS. L'UBS qui est passé de hold à sell. Et en général, donc quand vous dites que vous êtes l'UBS et que vous venez annoncer un truc pareil, ça déclenche ce genre de correction. Le temps que les opérations se débouquent complètement, il risque d'y avoir encore un peu de pression vendeuse. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont remonté le target. Ils avaient un target à 220, mais ils l'ont remonté à 265 sur Sonova. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le target est à 260, donc il passe de hold à sell avec un target 260, donc ça va. L'un dans l'autre, il faudra suivre ça attentivement. Regardez bien la moyenne mobile des 200 jours, la ligne blanche, qui pourrait être effectivement faire office de support, mais en tous les cas, méfiance à court terme, puisqu'en général, quand l'UBS downgrade, le marché suit comme un seul homme. Voilà ce que l'on pouvait dire du marché suisse et du marché en général cette semaine. Comme je vous l'ai dit et répété, on va beaucoup parler d'inflation et de Fed cette semaine, et c'est la semaine de la Fed, mardi et mercredi, avec le discours de Monsieur Powell mercredi soir. Voilà donc ce qu'il fallait un peu retenir sur cette semaine. Nous, on se retrouve demain pour parler de marché tous les jours. Morning Bull Live à partir de demain matin autour de 9h. Et d'ici là, passez une excellente journée. Je suis désolé, on est un peu tard ce dimanche avec mon Swiss Bliss. Mais des fois, il y a des impératifs familiaux qui font que on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On approche gentiment des 37 000 followers. Et puis, passez une très bonne fin de journée, un très bon début de semaine. Et puis, à demain. Bye bye.